Bonjour à tous. En novembre 2020, j'étais de retour sur YouTube pour faire un bilan de la première année de Covid, en soulignant notamment tous les couacs gouvernementaux dans la gestion de l'épidémie. En janvier, je sortais une seconde vidéo afin de traiter la question des vaccins, et j'évoquais dès lors le risque de mise en place d'un passeport vaccinal et de l'extension de la vaccination à l'ensemble de la population. J'expliquais alors pourquoi je ne pensais pas que le vaccin soit la solution salvatrice pour une sortie de la crise sanitaire, les vaccins n'évitant pas 100% des décès, et qu'il faudrait selon moi finir par accepter la mort de nos anciens pour reprendre une vie normale. Suite au discours d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, annonçant la mise en place d'une ségrégation entre vaccinés et non vaccinés, il est temps que j'approfondisse la question et que je vous partage l'avancée de mes réflexions sur ce sujet. Je vais cloisonner la vidéo en différentes parties, n'hésitez pas à sauter de l'une à l'autre selon vos centres d'intérêt, mais je pense qu'écouter l'entièreté du discours pourra vous permettre de comprendre au mieux mon positionnement sur les vaccins en général, sur les vaccins dirigés contre le Covid de manière plus ciblée, et sur le discours d'Emmanuel Macron de façon encore plus ciblée. Bonne vidéo! Avant toute chose, je me dois de rappeler le principe de la vaccination afin que nous partions tous sur des bases communes, même si j'imagine que tout le monde sait aujourd'hui ce qu'il en est avec le matraquage médiatique permanent auquel nous avons affaire. Le principe de la vaccination n'est pas nouveau puisque le premier vaccin fut celui contre la variole en 1796, il y a plus de 200 ans. Bien que très mal compris au début, les travaux de Pasteur à la fin du 19e siècle, notamment concernant le vaccin contre la rage en 1885, suivis des recherches effectuées au cours du 20e et du 21e siècle, ont permis d'affiner notre compréhension du système immunitaire et du meilleur moyen de l'activer. Les grands principes de la vaccination sont donc aujourd'hui clairement posés. Pour faire simple, l'objectif est de leurrer notre organisme à l'aide d'une molécule hautement similaire à l'agent pathogène, la plupart du temps un virus, afin qu'il s'alarme et qu'une réaction immunitaire se mette en place. Cela permet d'activer ce que l'on appelle communément une réponse immunitaire mémoire, c'est-à-dire la multiplication de cellules immunitaires spécifiquement dirigées contre le pathogène voulu. Ces cellules immunitaires resteront dans l'organisme durant plusieurs années, voire même dans certains cas jusqu'à la fin de notre vie, et seront en alerte pour protéger l'organisme en cas d'infection future. Pour faire une analogie, le vaccin est comme une alerte incendie où l'on forme les gens à réagir vite et bien face à une situation dangereuse alors qu'elle n'existe pas. Ainsi, lors d'un réel incendie, les gens sauront où se rendre sans paniquer, et cela permettra d'éviter un maximum de décès. Cependant, il y aura toujours des morts pris dans les flammes, soit parce qu'ils n'auront pas su réagir correctement, soit parce qu'ils auront été bloqués au mauvais endroit et n'auront pas pu attendre jusqu'à l'arrivée des secours. De la même manière, le vaccin permettra à l'organisme de mieux réagir et de réagir plus vite en cas d'infection, afin d'éviter que le virus prenne le dessus sur l'organisme et n'entraîne le décès du patient. Il y aura cependant toujours des personnes qui décèdent malgré la vaccination, en raison d'un système immunitaire trop faible, en particulier en raison de l'âge ou de maladies immunodépressives telles que le sida, ou alors en raison d'une infection trop aiguë, c'est-à-dire en présence d'une dose virale trop importante en début d'infection. Enfin, pour m'assurer d'être clair, je vous présente un graphique pour que vous compreniez comment se déroule une infection virale avec ou sans vaccination. Sans vaccination, le virus s'introduit dans l'organisme et utilise nos cellules pour se multiplier rapidement et infecter de nouveaux hôtes. Deux cas de figure sont alors possibles. Dans le premier cas, l'organisme réussit à contrôler l'infection un temps grâce au système immunitaire, ce qui lui laisse le temps de développer une réponse immunitaire spécifique, beaucoup plus efficace, lui permettant d'éradiquer le virus. C'est globalement la période où l'on ressent les symptômes. Il se peut que l'organisme contrôle parfaitement le virus dès les premiers jours et que le patient ne ressente pas de symptômes. Il s'agit alors de patients asymptomatiques. Dans le deuxième cas, l'organisme n'a pas le temps ou ne réussit pas à développer une réponse immunitaire spécifique et il se fait alors dépasser par le virus, ce qui peut mener à des symptômes graves, voire à la mort. Suite à une vaccination, le virus s'introduit encore une fois dans l'organisme, mais il est de suite contrôlé par le système immunitaire grâce au stock de cellules mémoire produites lors de la vaccination. La réponse immunitaire est donc plus rapide et plus forte que sans vaccination, et le virus est éliminé plus rapidement et facilement. Les symptômes sont ainsi réduits et les formes graves de la maladie sont plus rares puisqu'il faut un système immunitaire défaillant pour ne pas réussir à lutter contre le virus. C'est notamment le cas des personnes âgées pour qui la vaccination peut ne pas suffire à les protéger totalement d'une infection grave et de la mort qui s'ensuit. Quoi qu'il en soit, à situation égale, une personne vaccinée sera toujours mieux ou au pire aussi bien protégée qu'une personne non vaccinée puisque son corps possédera plus ou moins de cellules immunitaires spécifiques de l'agent pathogène. Donc vous l'aurez compris, je suis totalement favorable à la vaccination puisque le bénéfice est clairement établi. Je n'oublie cependant pas les risques,
Ils sont en effet existants, mais l'essentiel est de pouvoir les mesurer et les comparer aux bénéfices que je viens d'évoquer. Avant la commercialisation d'un vaccin, ces risques sont évalués lors de différentes phases de développement, prenant en temps normal plusieurs années. On s'assure ainsi lors de cette période de l'innocuité du vaccin et qu'il n'y ait au maximum que quelques patients qui meurent suite à l'injection afin que le risque, ces décès donc, soit très inférieur au nombre de morts évitées grâce à la vaccination. Et je fais totalement confiance aux institutions en place pour s'assurer que la balance entre le bénéfice et le risque soit largement en faveur du bénéfice. Maintenant que nous avons les mêmes bases concernant les grands principes de la vaccination, faisons un point sur les vaccins déjà utilisés avant cette pandémie pour comprendre leur intérêt et les comparer à ceux utilisés contre le SARS-CoV-2. Comme je l'évoquais précédemment, le premier vaccin utilisé fut celui contre la variole à la fin du XVIIIe siècle. Cette maladie infectieuse était extrêmement contagieuse et elle entraînait jusqu'au XVIIIe siècle plusieurs dizaines de milliers de morts par an en Europe, alors 3 fois moins peuplée qu'aujourd'hui. Donc on peut considérer qu'elle était aussi mortelle que le Covid. La différence étant que cette maladie fit des ravages pendant des siècles. Au début du XXe siècle, 1% des patients en mouraient pour les formes mineures, mais ce chiffre s'élevait à 90% pour les formes les plus graves. Avec une telle létalité, il était donc important de réagir pour éradiquer cette maladie, chose qui fut faite en 1980 suite à une vaccination massive dans le monde à partir des années 50. Il existe une trentaine de maladies pour lesquelles il existe des vaccins, donc je vais aller à l'essentiel en regroupant les informations importantes pour les autres maladies et vaccins associés. En France, 3 vaccins étaient obligatoires avant 2018. Il s'agit du fameux DTP, vaccinant contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Le vaccin contre la diphtérie fut développé en 1923 et rendu obligatoire en 1938. Celui contre le tétanos fut développé en 1927 et rendu obligatoire en 1940. Et celui contre la polio fut développé en 1954 et rendu obligatoire en 1964. Le dernier cas de diphtérie en France fut observé en 1989. Cette maladie touchait 5% de la population avant l'âge de 15 ans et 50 à 50% des personnes infectées pouvaient en mourir selon les formes de la maladie. Pour ce qui est du tétanos, il touchait seulement 3 personnes sur 100 000 avant la vaccination, soit 0,03% des gens, mais était mortel pour 20 à 25% des personnes infectées. Il valait donc mieux ne pas le choper. Enfin, la polio entraînait la mort de 15 à 25% des personnes infectées par la forme la plus grave, qui représentait 1 à 5% des cas selon l'âge. Donc encore une fois, mieux ne valait pas attraper cette forme-là de la maladie. Depuis 2018, 8 autres vaccins ont été rendus obligatoires. Il s'agit des vaccins suivants. Celui contre la coqueluche, développé en 1923, contre la rougeole, développé en 1963, contre les oreillons, développé en 1966, contre la rubéole, développé en 1969, contre l'hépatite B, développé en 1976, contre les infections à pneumocoque, développé en 1983, et contre la méningite bactérienne et Haemophilus influenzae, développés tous deux en 1985. La coqueluche était létale chez 4% des nourrissons infectés avant la vaccination. En 2014, 24 millions de cas étaient encore recensés dans le monde, entraînant 160 000 décès. La rougeole est quant à elle une des maladies les plus contagieuses au monde, et elle tuait encore 2,6 millions de personnes en 1980, principalement dans les pays où les enfants souffrent de malnutrition. En France, quelques centaines ou milliers de cas sont recensés chaque année, mais ils n'entraînent pas de décès grâce à la vaccination. Les oreillons et la rubéole n'entraînent pour leur part que quelques décès chaque année, mais énormément de complications chez certains patients, pouvant mener notamment à des malformations chez les enfants dont la mère avait contracté la rubéole pendant la gestation. L'hépatite B entraîne quant à elle chaque année quelques milliers de décès en France et plusieurs centaines de milliers dans le monde. En effet, en 2015, près de 900 000 personnes sont mortes suite à une infection par l'hépatite B. Il faut cependant savoir que 257 millions de personnes vivent avec ce virus, dont 135 000 en France. Ensuite, les infections à pneumocoque touchent 6 000 personnes chaque année en France, et ces dernières sont létales pour 10 à 15% des personnes infectées pour les formes les plus graves. Encore une fois, nous sommes bien lotis, car 800 000 enfants de moins de 5 ans meurent de cette maladie chaque année dans le reste du monde. Enfin, la méningite bactérienne contamine environ 500 personnes chaque année en France, dont 10% en meurent, tandis qu'Haemophilus influenzae contamine également environ 500 enfants, dont 1 à 5% en décèdent. Dans le monde, la méningite touche 500 000 personnes chaque année, avec un taux de mortalité de 10% comme en France, tandis qu'Haemophilus influenzae représentait en l'an 2000 8 millions d'infections et 370 000 décès dans le monde. Depuis, la vaccination s'étant répandue, ces chiffres tendent à baisser. J'aurais également pu parler du vaccin contre la tuberculose, contre la fièvre jaune ou contre la dengue, mais ces maladies n'étant pas répandues en France, leur vaccination n'est pas rendue obligatoire. Elles sont cependant extrêmement répandues dans le monde, malgré des vaccins développés au début du XXe siècle pour la tuberculose et la fièvre jaune, et plus récemment contre la dengue en 2016.
1,5 million de personnes sont mortes de la tuberculose en 2018 et chaque année 30 000 décèdent de la fièvre jaune et 20 000 de la dengue. La dengue restant relativement peu mortelle si l'on compare ces chiffres aux 390 millions d'infections annuelles. Enfin, d'autres vaccins existent pour des maladies moins connues, presque disparues ou peu mortelles, comme la varicelle qui ne tue que 20 des 700 000 personnes infectées dans le monde chaque année. Notons également qu'un vaccin contre Ebola a été commercialisé en 2019. C'est une excellente nouvelle quand on sait que cette maladie tue plus d'un tiers des personnes infectées et engendre 11 000 décès par an. J'en finis avec cette partie rébarbative, mais qui me semblait importante pour avoir des points de comparaison permettant de remettre en perspective la dangerosité du virus SARS-CoV-2 sur laquelle nous reviendrons par la suite. Si vous avez été attentif, je n'ai pas donné d'informations pour la grippe, car j'estime qu'il s'agit d'une maladie relativement proche du Covid, qui nous permettra d'avoir des points de comparaison encore plus intéressants pour la suite. Précisons malgré tout que le premier vaccin contre la grippe a été commercialisé en 1937, et que les 4 pandémies recensées au XXe siècle ont fait respectivement entre 17 et 100 millions de morts pour la grippe espagnole, et entre 0,7 et 4 millions de morts pour la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong et la grippe russe, respectivement en 1918, 1957, 1968 et 1977. Le Covid a quant à lui tué 4 millions de personnes en un an et demi. Intéressons-nous désormais à la dangerosité du Covid, notamment en France. Au total, depuis le début de l'épidémie, le virus SARS-CoV-2 a causé environ 111 000 décès en France. Ce chiffre est impressionnant, mais je vais le ramener à une année civile pour pouvoir le comparer aux autres maladies. Si l'on considère l'année 2020, on dénombre 65 000 décès. Cependant, le nombre de morts ayant commencé à croître à partir de mars, le temps que le virus atteigne la France, ce chiffre me semble biaisé. Je préfère donc me fier au nombre de morts sur un an à partir du 1er mars 2020. On dénombre alors 87 000 décès sur un an. J'obtiens également 80 000 décès si je regarde le nombre de morts de juillet dernier à aujourd'hui. Pour la suite de ma réflexion, je vais donc considérer que nous avons affaire à une maladie qui tue entre 80 000 et 90 000 personnes par an. J'ai conscience que ce chiffre est dans tous les cas biaisé car des mesures sanitaires ont été prises et qu'il est difficile d'estimer le nombre de morts évitées grâce à elles. Aurions-nous eu 2 fois plus de morts, 10 fois plus? Impossible de le savoir. D'un autre côté, le virus étant nouveau, le nombre de décès au cours de l'année écoulée est forcément plus élevé car vaccin ou non, la population finira par être peu à peu immunisée et le virus perdra peu à peu de sa létalité. En comparaison, la grippe engendre chaque année quelques milliers de décès. Ce nombre peut monter à près de 20 000 morts pour les pires années. Cependant, chaque année, près de 50% des plus de 65 ans et 30% des moins de 65 ans se vaccinent contre la grippe, ce qui réduit de facto le nombre de morts dus à la grippe. Ainsi, en prenant les chiffres bruts, on pourrait penser que le Covid tue 5 à 20 fois plus que la grippe. En imaginant que le Covid aurait fait beaucoup plus de morts sans confinement, on peut même penser qu'il tue jusqu'à 100 fois plus que la grippe. Mais il y a un mais. J'ai trouvé des données qui montrent l'évolution du nombre de décès dus à la grippe en France depuis 1907. Et il apparaît que la mortalité liée à la grippe était jusqu'aux années 70, 50 à 100 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Le premier vaccin efficace contre la grippe a été commercialisé en 1947, et les premiers mélanges vaccinaux, dirigés contre différentes souches grippales, qui sont ceux les plus efficaces, sont apparus durant les années 70. Il apparaît donc que la diminution flagrante de mortalité due à la grippe est majoritairement due à l'utilisation des vaccins. Ainsi, rationnellement, sans pouvoir l'assurer mais tout en étant raisonnable, je juge pour ma part que le Covid n'est pas en soi plus dangereux qu'une grosse grippe. Si l'on regarde la courbe de mortalité par âge pour la grippe, on voit que de la même manière que pour le Covid, la plupart des décès touchent des personnes de plus de 60 ans et principalement de plus de 80 ans, les moins de 40 ans étant finalement très peu touchés. J'attire votre attention sur l'échelle logarithmique qui amoindrit cette impression, mais c'est assez flagrant une fois ce détail pris en compte. Voici le pourcentage de morts du Covid en France en fonction de l'âge. 73% ont plus de 75 ans et 18% ont plus de 65 ans. Donc 91% des décès touchent des personnes de plus de 65 ans, contre moins de 1% pour les moins de 45 ans. J'y reviendrai dans quelques instants pour expliquer quelle aurait été selon moi la bonne stratégie vaccinale à mettre en place. La plus grande différence entre le Covid et la grippe, c'est qu'il s'agit d'une maladie émergente et qu'il faudra quelques années pour que nos organismes s'habituent à rencontrer le virus régulièrement. La vaccination accélérant bien sûr cette adaptation. On peut donc s'attendre à vivre au cours des décennies à venir avec le Covid qui tuera chaque année une part de la population âgée, allant de quelques milliers à un peu plus d'une dizaine de milliers de personnes, et je pense que l'on ne s'en offusquera pas plus qu'actuellement pour les morts liées à la grippe. J'ajoute que je pense toujours qu'il faudra simplement finir par accepter que des personnes âgées meurent du Covid pour arrêter les mesures liberticides actuellement décidées par le gouvernement. Tant que l'on s'offusquera de la mort des personnes âgées, qui correspond tout simplement à l'ordre des choses, on ne pourra pas prendre des mesures raisonnables qui sont selon moi les suivantes.
Le gouvernement ayant les mêmes informations et bénéficiant du même recul sur la situation que moi, aurait dû se contenter de vacciner massivement les plus de 65 ans, ainsi que les personnes de plus de 45 ans à risque, tout en laissant le choix de se faire vacciner ou non pour le reste de la population, en expliquant patiemment les bienfaits de la vaccination au grand public. Je rappelle que pour la grippe, seuls 50% des plus de 65 ans et 30% du reste de la population font le choix de se vacciner, soit environ 40% de la population totale. Si je regarde les données de vaccination au 15 juillet, donc seulement 3 jours après le discours d'Emmanuel Macron, je vois que plus de 80% des plus de 60 ans avaient reçu leur première dose, avec même un taux de vaccination proche de 90% pour les 70 à 79 ans. Le reste de la population étant quant à elle vaccinée à plus de 50% si l'on nommait les mineurs. Ainsi, la couverture vaccinale était déjà plus forte que celle obtenue pour la grippe. Et la courbe de vaccination continuait à progresser, certes moins vite qu'en juin, mais principalement car les jeunes comptaient probablement prendre des vacances sereinement avant de prendre rendez-vous à la rentrée et qu'ils étaient pour une bonne partie en train de savourer l'obtention de leur diplôme après cette année difficile. Les vaccinations ayant été ouvertes aux jeunes le 15 juin, il ne fallait pas s'attendre à voir l'ensemble de la population vaccinée dès le 12 juillet. Alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fait ce discours catastrophique et clivant, d'autant plus lorsque l'on sait que l'OMS a appelé les États, à multiples reprises, à convaincre plutôt qu'à contraindre. Plutôt que d'appeler l'ensemble de la population à se faire vacciner, sous peine de restriction de liberté, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, Emmanuel Macron aurait pu se contenter de renforcer les efforts de vaccination sur les personnes les plus à risque, sur les 10 à 20% de personnes de plus de 60 ans n'ayant pas encore reçu de première dose. Mais plusieurs raisons expliquent cette prise de parole et de position. Tout d'abord, Emmanuel Macron cherche à cliver la population. Le fameux diviser pour mieux régner qui ne se démode pas. Tant que les Français s'écharpent sur l'intérêt ou non de se faire vacciner, et en particulier de vacciner l'ensemble de la population, cela lui laisse le champ libre pour finaliser ses réformes de l'assurance chômage et des retraites. Il s'agit donc d'une manœuvre politique, les personnes se vaccinant par conviction resteront pour la plupart en dehors de ces chamailleries, mais beaucoup de gens s'étant fait vacciner à contre-cœur finiront par s'agacer vis-à-vis de ceux qui ne seraient pas prêts à faire un effort similaire. De plus, Emmanuel Macron a fait ce 12 juillet un discours de campagne. Durant la deuxième moitié tout particulièrement, mais ces mesures sanitaires visent également à s'attirer la sympathie de son électorat. D'une part, les personnes âgées, s'étant déjà faites vacciner et pour qui ce discours ne change rien. Quant à celles qui ne sont pas encore vaccinées, elles sont englobées avec le reste de la population et ne se sont ainsi pas visées. Mais également les classes aisées, qui ont conscience des bienfaits des vaccins, qui sont pour la plupart déjà vaccinées et qui se sentent ainsi caressées dans le sens du poil, suite à cette prise de position pro-vax d'Emmanuel Macron. Ensuite, Emmanuel Macron essaye de se faire bien voir à l'international, en étant en quelque sorte le premier de la classe. C'est depuis longtemps pour lui une obsession d'être un leader au niveau mondial. Mais en plus, les États européens sont soumis à un plan de vaccination dicté par l'Union européenne, qui a fixé comme objectif 70% de vaccination d'ici la fin de l'été. Voyant la courbe des vaccinations s'infléchir, Emmanuel Macron a eu peur de ne pas atteindre ses objectifs et n'a trouvé comme unique solution la seule qu'il sait manier avec aisance, l'autoritarisme. Emmanuel Macron, en bon lèche-botte des institutions européennes, ne tenait pas à passer pour un cancre aux yeux de ses voisins allemands et italiens. Pourtant, avec 50% de personnes ayant reçu une première dose de vaccin, nous étions en avance sur les autres pays européens, qui en moyenne avaient vacciné à cette date seulement 45% de leur population. Nous serions d'ailleurs probablement autant vaccinés qu'au Royaume-Uni si l'Union européenne n'avait pas justement exporté des doses de vaccins chez nos voisins alors que nous en manquions alors cruellement. Enfin, et ce n'est pas la moindre des raisons, Emmanuel Macron a voulu faire diversion pour ne pas avoir à assumer les manques criants d'investissement dans les hôpitaux et pour que l'on ne s'interroge pas trop sur la cohérence des mesures prises depuis le début de l'épidémie. Loin des belles promesses effectuées lors de ses premières prises de parole post-Covid, aucun investissement n'a été fait, notamment pour augmenter de manière structurelle les lits de réanimation ou la quantité de personnel soignant au sein des hôpitaux. Bien au contraire, des lits continuent de fermer régulièrement. Or, pour tous ceux qui pensent que cela n'aurait pas changé grand-chose, je tiens à vous évoquer le cas du Japon. Le Japon compte 15 fois moins de morts par million d'habitants dus au Covid que la France. Il y a encore une semaine, le Japon ne comptait pas plus de 20% de personnes vaccinées. Comment expliquer cet écart de mortalité avec la France ? La population japonaise est plus vieille, le pays était le 3e foyer d'infection en Asie en avril 2020, et le tabagisme, un facteur aggravant, y est omniprésent. Eh bien le Japon compte 2,5 fois plus de lits d'hôpitaux en soins aigus par habitant que la France. Une bonne prise en charge des patients, couplée à l'application respectueuse des gestes sanitaires par la population, permet ainsi d'éviter un grand nombre de décès. Le fait que le Japon est une île a bien évidemment dû aider, mais n'oublions pas qu'un bon système hospitalier est le premier moyen de soigner les gens. Mais ça, Emmanuel Macron souhaite que nous l'oublions, et il préfère donc focaliser notre attention sur les antivax,
et rejeter toute la responsabilité de la lutte contre le Covid sur la population. Car à l'origine, n'oublions pas que toutes les mesures prises l'ont été sous couvert d'un risque de saturation des lits de réanimation. On peut donc imaginer que notre vie aurait été radicalement différente si nos capacités hospitalières étaient 2 à 3 fois plus élevées qu'aujourd'hui. Le Japon montre donc qu'avec seulement 20% de personnes vaccinées, il est possible de contrôler l'épidémie, et à l'inverse, le Royaume-Uni et Israël, où les populations sont fortement vaccinées, démontrent qu'il est possible que l'épidémie reprenne du terrain malgré la vaccination. Celle-ci n'est donc pas un Graal qui réglera tous nos soucis et nous permettra de retrouver une vie normale. Ce retour à la vie normale ne dépendra que du bon vouloir d'Emmanuel Macron, et je ne saurais douter que ces décisions seront plus orientées par l'élection de 2022 que par des raisons sanitaires. Sinon, il aurait déjà réinvesti fortement dans le système hospitalier français. Maintenant, j'imagine que vous me diriez, si vous pouviez interagir avec moi, que tout ce que je dis c'est bien beau, mais que désormais il y a des variants de plus en plus dangereux qui apparaissent, et que donc la vaccination reste nécessaire face à ce danger. Que par ailleurs les mutations apparaissent chez les personnes non vaccinées, et que la vaccination en masse nous préservera de l'apparition de nouveaux variants. Et je dois avouer que sur ce point, effectivement, la vaccination réduit le nombre de variants potentiels. Ceux-ci apparaissent lors des étapes de réplication, c'est-à-dire de multiplication du virus au sein de l'organisme, et plus il y a de personnes infectées, plus le risque d'apparition de nouvelles mutations est important. Le vaccin réduisant la propagation du virus, il a ainsi pour effet indirect de ralentir l'apparition de ces nouvelles souches virales. Mais que l'on soit d'accord, ces nouveaux variants pourront également apparaître chez des personnes vaccinées. Et si tout le monde est vacciné, des variants continueront d'apparaître sporadiquement. Ils n'arriveront simplement pas à infecter suffisamment de monde pour se répandre aussi vite qu'en absence de vaccination. La vaccination est donc utile vis-à-vis des variants, mais en réalité, lorsque vous mettez un masque, lorsque vous vous lavez régulièrement les mains, ou lorsque vous réduisez vos contacts avec d'autres individus, l'effet est le même. La vaccination permettra de renforcer l'effet de ces gestes sanitaires, sans pour autant les remplacer. Si après vous être fait vacciner, vous cessez de respecter ces gestes barrières, de nouveaux variants continueront d'apparaître régulièrement. Il est désormais temps de se demander si le variant Delta change radicalement la donne concernant les propos que j'ai tenus jusque-là. Est-ce que le variant Delta justifie les mesures annoncées par Emmanuel Macron le 12 juillet dernier? Tout d'abord, le variant Delta entraînerait une reprise de l'épidémie selon Emmanuel Macron. Lorsque l'on regarde les chiffres, on observe en réalité que le nombre de cas confirmés évolue globalement de façon linéaire dans le monde depuis la fin du mois de mai, tandis que la France a stabilisé son nombre de nouveaux cas depuis fin avril et qu'il n'y a actuellement aucune reprise nette et visible. Donc le variant Delta ne semble poser aucun souci, en tout cas de façon urgente, si ce n'est au Royaume-Uni et dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Donc on aurait pu continuer la campagne de vaccination sur le rythme actuel, sachant que l'incidence de la maladie est actuellement inférieure au seuil de 200 pour 100 000 habitants, qui est le seuil d'alerte défini par le gouvernement, sur 96% du territoire. Ensuite, il apparaît que le variant Delta serait 3 fois plus contagieux que la première souche et que les vaccins réduisent par 12 sa propagation, tout en limitant le nombre de formes graves. Avec plus de 50% de la population déjà vaccinée, il semble que le risque d'explosion épidémique soit déjà fortement réduit, et bien que toute personne nouvellement vaccinée participe par définition à l'immunité collective, rien ne semble justifier à tout prix des mesures coercitives pour les personnes refusant la vaccination. D'autant plus que les retours provenant du Royaume-Uni tendent à montrer que la souche Delta n'entraîne pas une surmortalité. Malgré une légère hausse des cas lors des dernières semaines, la mortalité n'a pas augmenté au Royaume-Uni. Le variant Delta est donc un épouvantail brandi pour légitimer ces mesures sanitaires. J'en profite pour noter quelques preuves d'incompétence de nos gouvernants. Outre les couacs sur l'utilisation ou non des masques selon les stocks dont nous disposions, les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Il faut bien comprendre que le confinement généralisé était une mesure moyenâgeuse. Méfiez-vous de manière générale lorsque l'on vous vend une solution ne possédant soi-disant pas d'alternative. En réalité, d'autres solutions existaient. Notamment un dépistage précoce de la population et une mise en quarantaine ciblée, encore une fois comme au Japon, où les tests ne sont effectués que sur des personnes symptomatiques et non pas sur l'ensemble de la population, comme chez nous. Il aurait également été possible de ne confiner que les personnes âgées. Si finalement le gouvernement se permet de traiter de manière distincte les vaccinés et les non vaccinés, rien ne justifiait qu'il ne puisse pas traiter différemment les personnes à risque, donc les plus de 65 ans ou de 45 ans, et le reste de la population. Mais l'État a préféré s'inspirer de l'une des plus grandes démocraties au monde pour gérer cette crise sanitaire, la Chine. Comme de nombreux États dans le monde d'ailleurs, car les politiques d'austérité et de libéralisation des marchés, présentes dans tous les pays occidentaux, ont participé à ruiner nos systèmes hospitaliers.
Comme autre preuve d'incompétence, on peut noter les mesures qui ont été annoncées ce 12 juillet. Tout d'abord, les restrictions pour les restaurants, mais pas pour les restaurants d'entreprise, car il apparaît que lorsque l'on mange dans un restaurant, on est un public, donc on risque de propager le virus, alors que dans l'entreprise, on est un salarié, donc le problème est évacué. Les restrictions en terrasse des bars et restaurants, mais pas dans les rues, ni dans les lieux de culte, car la foi protège visiblement du virus. L'obligation de se faire vacciner pour les métiers en contact avec une clientèle, car les clients sont potentiellement porteurs du virus, mais pas pour les forces de l'ordre, car les interpellés ne le sont pas, etc., etc. D'ailleurs, j'en profite pour évoquer la question de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Encore une fois, je voudrais préciser un point particulier. On est d'accord que la vaccination protège les personnes vaccinées. Cela me semble être un prérequis indispensable pour mener la suite du raisonnement. Donc si l'on vaccine les personnes âgées dans les EHPAD, elles sont protégées. On est donc d'accord que les seules personnes qui risqueraient de tomber malades sont les soignants. Soignants qui, s'ils sont en âge de travailler, sont probablement moins à risque que les patients de l'EHPAD dans laquelle ils travaillent, donc à qui on peut laisser la liberté de choisir s'ils souhaitent ou non se faire vacciner. Tout comme on le fait actuellement pour la grippe. Et puis rappelons que l'État n'était pas si regardant sur leur santé lorsqu'il n'avait même pas les moyens de leur fournir un nombre de masques suffisant, donc cette obligation vaccinale pour les soignants est encore une preuve d'autoritarisme, selon moi. Le Conseil constitutionnel devrait se prononcer dans les jours qui viennent, mais l'un des grands principes défendus par celui-ci consiste à maintenir un juste équilibre entre les libertés individuelles et l'intérêt général. Je crois que cette obligation vaccinale crée un déséquilibre trop important en faveur de l'intérêt général. Ou alors, si l'on admet ce précédent, il faudra également obliger les soignants à se faire vacciner contre la grippe à l'avenir. J'irai même plus loin, si l'État se doit de protéger notre vie à l'encontre de notre volonté, il faudra inscrire dans la loi des peines pour les personnes ayant fait une tentative de suicide afin de les en dissuader. Prenons d'ailleurs quelques instants pour regarder quelles maladies sont aussi mortelles que le Covid. Il y a tout d'abord les cancers, avec près de 150 000 morts par an. Ayant un certain recul sur les comportements à l'origine des cancers ou sur des molécules potentiellement cancérigènes, l'État doit donc en urgence imposer des sanctions à toute entreprise utilisant une molécule suspecte. Par ailleurs, près de 100 000 personnes décèdent chaque année suite à la consommation de drogue, que ce soit le tabagisme ou l'alcool. Interdisons donc les cigarettes, le vin, la bière et les alcools forts avant qu'il ne soit trop tard. Je note également 140 000 décès de maladies cardiovasculaires et 55 000 liés à l'obésité chaque année. Fermons donc rapidement tous les fast-foods et interdisons la vente d'aliments transformés contenant des additifs dès que possible. Quoique non, ce n'est pas réellement transposable. Pas parce que dans le cas du Covid, les personnes refusant de se faire vacciner mettent en danger le reste de la population, alors que les décès que je viens d'évoquer sont liés à des comportements individuels ne portant atteinte à personne. J'ai expliqué il y a quelques minutes pourquoi les personnes non vaccinées ne mettent pas en danger les personnes vaccinées. Et chacun est libre de se faire vacciner, donc de se protéger des non-vaccinés. Non, en réalité, il faudrait s'attaquer directement aux droits des individus ayant des comportements à risque. Je propose ainsi de ne plus rembourser les soins aux fumeurs, buveurs d'alcool ou aux personnes ne s'alimentant pas correctement. Ils sont avertis des risques, rien n'oblige donc la société à prendre en charge leurs soins. Bien évidemment, je caricature. Mais je veux que vous compreniez qu'il n'est pas acceptable d'imposer des privations de liberté aux personnes refusant la vaccination lorsque l'on analyse froidement la situation. L'urgence et la gravité de la situation ne sont pas suffisantes. Je reviendrai sur le pass sanitaire par la suite, mais il s'agit ici de deux libertés fondamentales qui sont mises à mal. La liberté de circuler et la protection des données personnelles pour ce qui est du pass sanitaire. Sans compter le risque de perdre son emploi pour certains, s'ils n'acceptent pas de se faire vacciner. En réalité, je le dis à tous les pro-vax qui regarderont cette vidéo, c'est-à-dire non pas ceux ou celles qui sont pour la vaccination, mais ceux ou celles qui souhaitent l'imposer aux autres, votre positionnement est moral. Vous voulez vous donner bonne conscience en défendant le bien contre le mal. Mais vous n'avez cure des actions justes et mesurées qui doivent être prises. Vous souhaitez juste vous complaire dans votre moralité hautaine qui vous fait mépriser tous ceux qui n'ont pas la bienséance de vouloir prioriser la protection des personnes de plus de 80 ans. J'ai pris le temps d'évoquer dans l'introduction les différents vaccins actuellement rendus obligatoires en France. Et le vaccin contre la grippe n'en fait pas partie. Selon moi, c'est pour une raison simple mais légitime, les vaccins obligatoires protègent les nourrissons et les enfants d'une mort précoce. Et il est important de protéger la vie lorsqu'elle en est à ses balbutiements. Mais libre à chacun de décider de son droit de vivre ou mourir, passé un certain âge, et en particulier, passé l'âge adulte. Ainsi, je vous serai gré de respecter la volonté de vos concitoyens, de se faire vacciner ou de ne pas le faire, sans les juger de haut comme vous le faites actuellement. Je vais d'ailleurs désormais prendre le temps de vous expliquer pourquoi une grande part de la population ne souhaite pas se faire vacciner.
Tout d'abord, en raison d'une défiance vis-à-vis de nos gouvernants. Je ne reviens pas sur toutes les mesures antisociales prises depuis 30 ans, sur la répression des manifestants, contre les lois travail ou celles des gilets jaunes, sur la disqualification continue des mouvements de contestation sociaux, sur les promesses de campagne non tenues ou sur les référendums bafoués. Pendant cette crise sanitaire, nous avons eu une porte-parole du gouvernement expliquant que les masques ne servent à rien, une ministre du Travail appelant les ouvriers du bâtiment à reprendre le travail en période épidémique, un préfet de Paris expliquant que les patients en réanimation étaient des personnes n'ayant pas respecté le confinement. Je continue. On a un président de la République qui déclarait il y a un an avoir compris l'importance des salariés, de la grande distribution et des soignants positionnés en première ligne face à l'épidémie, et qui continue aujourd'hui à vouloir compliquer l'accession aux indemnités de Pôle emploi et réformer les retraites. On a un président qui expliquait en décembre dernier qu'il était hors de question de mettre en place une vaccination obligatoire et qui aujourd'hui la rend obligatoire, alors que rares sont les pays à avoir osé le faire en dehors de l'Arabie Saoudite. On a un président qui nous disait ne jamais mettre en place un pass sanitaire obligatoire pour les activités du quotidien en avril et qui 3 mois plus tard le met en application pour accéder à des activités de loisirs et de culture, et que l'on s'entende bien, lorsque l'on annonce que l'on va cesser de rembourser des tests coûtant 735 € par mois à réaliser pour respecter le pass sanitaire, c'est comme rendre la vaccination obligatoire pour tous. Vous comprenez maintenant pourquoi certains ne vont pas écouter gentiment les recommandations de vaccination du gouvernement. Et puis ce vaccin est-il sans risque? Probablement, comme pour la plupart des vaccins. Mais peut-on refuser le principe de précaution à ceux qui le souhaitent pour des vaccins développés en 6 mois contre plusieurs années en temps normal? Aucun vaccin n'avait jusqu'à présent été rendu obligatoire moins de 10 ans après sa mise sur le marché. Et lorsque l'on sait que ni l'État ni les laboratoires pharmaceutiques ne sont prêts à encourir des poursuites en cas d'effets secondaires incontrôlés, il y a de quoi être quelque peu méfiant. Où sont passés les comités d'éthique pour juger de ces décisions arbitraires? Je vous ai expliqué dès l'introduction que je comprenais parfaitement comment fonctionne le système immunitaire, et ce parce que j'ai fait une thèse en immunologie il y a quelques années. Eh bien je vais ici vous donner un scoop dont aucun média ne vous parlera. Au début des années 2000, des essais d'immunothérapie ont eu lieu pour traiter les mélanomes. Il s'agissait de réactiver le système immunitaire pour lutter contre le cancer. Eh bien, lors de l'essai clinique, sur 511 patients traités, 7% ont eu des inflammations sévères, dont 4 furent mortelles. Depuis, de nouvelles thérapies ont été développées et de nombreux patients cancéreux sont soignés grâce à l'immunothérapie. Mais l'on ne sait jamais a priori les conséquences d'une activation du système immunitaire chez les patients. Ainsi, le risque lié à une nouvelle technologie vaccinale, comme c'est actuellement le cas pour les vaccins ARN, ne sont pas nuls. Ils sont probablement très faibles, mais des essais cliniques plus longs auraient permis de lever tous les doutes. Il est totalement compréhensible que certains souhaitent attendre quelques mois pour être vaccinés de manière plus traditionnelle, en automne, lorsque d'autres vaccins auront fini d'être développés. C'est simplement un principe de précaution. Et je suis sûr que la plupart des pro-vax qui m'écoutent sont persuadés de l'innocuité des vaccins, sans être réellement informés des études cliniques passées, qui pour certaines ont mené à une annulation de mise sur le marché suite à certains effets secondaires inattendus. Donc certes, en 6 mois nous aurions probablement déjà observé des effets indésirables, mais est-ce normal que les premiers vaccinés aient servi de cobaye pour ces vaccins? Une autre raison majeure pour laquelle les gens protestent actuellement concerne le pass sanitaire. Rien n'assure que l'application de ce pass soit légale. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer prochainement et émettre un avis. Mais il se peut que le discours d'Emmanuel Macron ait incité des millions de Français à aller se faire vacciner, alors que dans quelques semaines nous apprendrons que ce pass n'a pas lieu d'être et qu'il ne sera finalement pas nécessaire d'être vacciné pour circuler librement. Et puis est-ce le rôle des restaurateurs et des guichetiers des salles de cinéma de contrôler la population? Ils ne veulent pas le faire et n'ont pas à le faire. Dans quelle démocratie demandons-nous à la population de s'entre-surveiller? Quoi qu'il en soit, beaucoup auront cédé à leur bas instinct consommateur, et un simple risque de ne plus pouvoir aller au restaurant ou dans un bar leur aura fait perdre tout sens critique. Car il ne faut pas être naïf, des enjeux plus larges que notre santé se jouent autour de cette vaccination. Parlons un peu business. Même si nous ne les payons pas directement, les doses de vaccins ont un coût. Pour ce qui est des vaccins contre le Covid, le montant va de 6 € pour le vaccin AstraZeneca à 30 € pour les vaccins ARN de Pfizer et Moderna. Pour comparaison, sachez que le vaccin contre la grippe coûte 8 € alors que celui contre la tuberculose, par exemple, est à 30 €. De plus, on nous parle d'une 3e dose à administrer pour être totalement vacciné, portant le prix d'une vaccination contre le Covid à 45 €. Ai-je besoin de faire le calcul pour que vous vous rendiez compte des enjeux financiers derrière cette vaccination? Vacciner l'ensemble de la planète coûterait jusqu'à 250 milliards d'euros, soit à peu près le PIB de la Finlande, si tous les pays paient leur dose au même prix que la France. Mais rassurez-vous, les laboratoires pharmaceutiques adaptent leurs prix en fonction de la richesse de leurs clients. En réalité, une dose de vaccin Pfizer coûte moins d'1 € à produire.
Mais une fois emballé et contrôlé, Pfizer vend finalement une dose de vaccin entre 5,50 € pour les pays de l'Union africaine et 23 € pour Israël. Et oui, plus on veut cette dose rapidement, plus cela coûte cher. Donc au prix de la dose africaine, le coût de la vaccination mondiale passe de 250 à 90 milliards d'euros. Belles économies, n'est-ce pas? Ainsi, l'Union européenne, ayant déjà investi des dizaines de milliards d'euros pour recevoir les doses permettant de vacciner toute sa population, serait bien embêtée de ne pas pouvoir toutes les utiliser. Et donc Emmanuel Macron nous incite également à nous faire vacciner pour que les doses de vaccin n'aient pas été commandées en vain, comme ce fut le cas il y a quelques années, lorsque Roselyne Bachelot avait commandé 94 millions de doses de vaccins contre la grippe A, dont 44 millions furent finalement facturés pour seulement 6 millions utilisés. D'autant plus que les vaccins ARN sont beaucoup plus difficiles à conserver que les vaccins classiques. Il faut ainsi les conserver à moins 70 degrés, contre 2 à 8 degrés pour les vaccins traditionnels. Alors, toujours aussi bien cette nouvelle technologie vaccinale? Certes, le vaccin est produit plus vite, mais il coûte 5 fois plus cher et demande des conditions de conservation très contraignantes. Cependant, pour les laboratoires, c'est la poule aux œufs d'or. Il s'agit d'ailleurs d'un élément clé sur lequel Emmanuel Macron aurait pu faire valoir l'intérêt sanitaire au mépris des intérêts économiques, en plaidant pour que les vaccins soient sous licence libre et puissent être produits à moindre coût à travers le monde. Mais non, ce n'est pas une priorité pour lui. Alors que les pays riches vont bientôt lutter pour avoir au plus vite leur 3e dose, Graal selon eux d'une protection immunitaire parfaite contre le SARS-CoV-2, alors qu'aucun vaccin ne protège l'ensemble de la population comme je l'évoquais en introduction, cette licence libre aurait été plus que nécessaire. Notamment lorsque l'on se fie aux recommandations de l'OMS qui alertent sur le retard des pays pauvres, et notamment africains, concernant la vaccination. Alors que la plupart des citoyens des pays riches ont déjà reçu leur première dose et recevront leur deuxième dans les semaines qui viennent, seuls 3% de la population africaine a reçu une première dose. Et les 2 millions de doses offertes par la France à ces pays semblent peu de choses quand on sait que l'Afrique compte 1,2 milliard d'habitants. En réalité, Emmanuel Macron voulait une fois de plus s'attirer la sympathie d'électeurs potentiels, et en particulier celle des électeurs tunisiens, lors de son discours du 12 juillet. Nous avons déjà donné plus de 2,5 millions de doses, et d'ici la fin de l'année, nous donnerons plusieurs dizaines de millions de doses de vaccins. Plusieurs pays sont aujourd'hui fortement touchés, et nous allons accroître encore notre aide, et je pense particulièrement à la Tunisie. On comprend bien quand on voit l'ampleur du problème, tout l'intérêt qu'Emmanuel Macron aurait eu à défendre les licences libres pour les vaccins contre le Covid, pour permettre à la population africaine de se préserver d'une nouvelle pandémie. Mais non, les dirigeants français et occidentaux sont trop autocentrés pour avoir ce genre de préoccupations. Préoccupations qui ne semblent dans tous les cas pas non plus être celles des citoyens, trop concentrés sur leur intérêt personnel également. J'arrive enfin au terme de cette longue vidéo. La question vaccinale pose de nombreuses problématiques et je tenais à toutes les réunir ici pour apporter de la cohérence à mes propos. J'aimerais que vous reteniez 2 ou 3 choses qui me semblent primordiales après l'écoute de cette vidéo. La vaccination est une avancée thérapeutique majeure et je vous invite si vous le pouvez et si vous le souhaitez à vous faire vacciner. Le bénéfice est largement plus grand que le risque. Cependant, ne prenez pas des décisions sous la contrainte ou sur un coup de tête pour répondre à des besoins superflus. Bien que bénéfique, la vaccination n'est pas un acte anodin et il est important que vous preniez la décision de vous faire vacciner en âme et conscience pour ne pas le regretter plus tard. C'est vrai pour la vaccination, le vote et dans tous les aspects de votre vie. Par ailleurs, la science n'est pas manichéenne. Les scientifiques sont en débat permanent et méfiez-vous des politiciens qui vous présentent une solution scientifique comme étant sans alternative et comme étant capable de régler tous les problèmes. De plus, retenez qu'Emmanuel Macron ne se préoccupe pas de la situation sanitaire pour votre intérêt, ou plus largement pour l'intérêt général. Il souhaite simplement avoir l'appui de la population pour mettre en application ces réformes ultralibérales, sans trop de résistance, et surtout relancer l'économie dès le mois de septembre, car la croissance, c'est la vie. Cette reprise sera d'autant plus forte si la population est entièrement vaccinée, et qu'un nouveau pic épidémique n'apparaît pas en automne. Enfin, ayez un esprit critique. Interrogez-vous en permanence sur le sens du monde qui vous entoure, et sur les raisons qui poussent tel ou tel politicien à prendre telle ou telle décision. Sans cela, vous ne ferez que suivre la masse, balloter dans tous les sens, et vous ferez piéger élection après élection par les mêmes discours enthousiastes mais manipulateurs. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous incite à continuer à vous intéresser à la politique, et je vous dis à bientôt.